bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle lecture chuchotée. Aujourd'hui, je vais vous lire, comme la semaine dernière, le début d'un livre, ou plutôt le début d'une œuvre qui n'est pas dans le domaine public, qui a encore de beaux jours devant elle, je pense. Car j'ai pu remarquer que vous aviez fort apprécié la vidéo concernant la lecture de l'Alchimiste. Et je me suis dit, pourquoi pas cette fois-ci lire un chef-d'œuvre, du moins pour ma part un chef-d'œuvre de la littérature, avec aujourd'hui la lecture des premières pages du fameux Seigneur des Anneaux. Vous le voyez, il s'agit d'un livre plutôt conséquent, car il regroupe les 3 volumes pour un total de près de 1500, voire même 1600 pages, lorsque l'on désire s'attarder sur les arbres généalogiques, les calendriers qui forment l'œuvre de Tolkien. Avant de débuter la lecture de ces premières pages, je voudrais encore une fois vous remercier et souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnées, aux personnes qui commentent et qui likent les vidéos. Cela fait vraiment plaisir. Et je vous inviterai, si vous n'avez pas encore fait, à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter. Tout ça est gratuit, ça ne prend que quelques instants. Et cela m'aide pour le référencement. Et surtout, c'est quelque chose de très gratifiant lorsque l'on voit que les gens apprécient notre travail. Eh bien, sans plus tarder, nous allons nous plonger dans le livre premier, les premières pages du livre premier, où, si je ne m'abuse, nous allons commencer dans la comté des fameux Hobbits. Une fête très attendue. Quand Monsieur Bilbo Bessac de Cul-de-Sac annonça qu'il célébrerait bientôt son 1101e anniversaire par une fête d'une magnificence exceptionnelle, il y eut forte agitation et rumeur à Hobbitville. Bilbo était très riche et très particulier, et il y avait 60 ans que la comtesse s'étonnait de lui, depuis sa remarquable disparition et son retour inattendu. Les richesses qu'il avait rapportées de ses voyages étaient désormais une légende locale, et l'on croyait généralement, quoi qu'il ait pu dire les aînés, que la colline de Cul-de-Sac était criblée de tunnels bourrés de trésors. Et si cela ne suffisait pas à assurer sa notoriété, sa figure prolongée avait également de quoi surprendre. Le temps passait, mais semblait n'avoir que peu d'effet sur Monsieur Bessac. À 90 ans, il en paraissait encore 50. À 99 ans, on commença à le qualifier de bien conservé, mais inchangé eût été plus exact. Certains secouaient la tête et disaient que c'était trop beau pour être vrai. Il semblait injuste que quiconque puisse jouir d'une jeunesse perpétuelle. À ce qu'il semblait, en même temps que d'une fortune inépuisable, à ce qu'on disait. Il faudra en payer le prix fort, disait-on. Ce n'est pas naturel, et les ennuis viendront. Mais jusque-là, les ennuis n'étaient pas venus. Et comme M. Bessac était prodigue de son argent, la plupart des gens lui pardonnaient volontiers ses excentricités et sa bonne fortune. Lui et sa parenté, sauf bien sûr les Bessac de Sarcelles, se voyaient encore régulièrement, et il comptait de nombreux et fervents admirateurs parmi les hobbits de familles pauvres et peu influentes. Mais il n'eut aucun ami proche, jusqu'à ce que certains de ses jeunes cousins parviennent au seuil de l'âge adulte. L'aîné d'entre eux et le favori de Bilbo était le jeune Frodo Bessac,
À 99 ans, Bilbo adopta Frodo comme héritier, l'amenant vivre avec lui à cul-de-sac. Alors, les espoirs des Pessac de Garcelles furent définitivement anéantis. Bilbo et Frodo se trouvaient d'avoir le même anniversaire, le 22 septembre. Tu ferais mieux de venir habiter ici, Frodo, mon garçon, dit un jour Bilbo. Comme ça, on pourra célébrer nos anniversaires ensemble et à notre aise. À cette époque, Frodo était encore dans sa fin d'essence, comme les hobbits appelaient l'irresponsable vingtaine, entre l'enfance et le début de l'âge adulte, à 33 ans. 12 années encore s'écoulèrent. Chaque année, à cul-de-sac, les Besac donnaient de doubles fêtes d'anniversaire très animées. Mais cette fois-ci, on avait laissé entendre que quelque chose de tout à fait exceptionnel se préparait pour l'automne. Bilbo allait avoir 11 ans et 1 an. 111. Un chiffre plutôt curieux et un âge tout à fait respectable pour un hobbit. Le vieux Touk lui-même n'avait atteint que 130 ans. Frodo, quant à lui, allait en avoir 33. 33, un nombre important, la date de son passage à l'âge adulte. Les langues allèrent bon train à Hobbitville et à Bello, et la rumeur de l'événement à venir se répandit dans tout le comté. Les antécédents et le caractère de M. Bilbo Besac redevinrent le sujet de conversation de l'heure, et les plus âgés virent soudain leur réminiscence faire l'objet d'une curiosité qu'ils voulurent bien satisfaire. Personne n'eut auditoire plus attentif que le vieux Am-Gamgee, familièrement appelé l'ancêtre. Il haranguait au buisson de lierre, une petite auberge sur la route de Bello, et il parlait avec une certaine autorité, car il avait entretenu le jardin de cul-de-sac pendant 40 ans, après avoir assisté le vieux Holman dans le même rôle. Maintenant que lui-même devenait vieux et s'ankylosait, ce travail revenait surtout à son plus jeune fils, Sam Gamgee. Père et fils étaient tous deux en très bons termes avec Bilbo et Frodo. Ils vivaient sur la colline, même au numéro 3 de la rue du Jet-Sac, juste en bas de cul-de-sac. C'est un véritable gentil hobbit que monsieur Bilbo. Un bon monsieur, avec une belle instruction, comme je l'ai toujours dit, déclara l'ancêtre. Ce qui était parfaitement vrai, car Bilbo était toujours très poli avec lui, l'appelait maître Amphast, et ne cessait de faire appel à ses lumières pour la culture des légumes. En matière de racines en particulier, de pommes de terre, l'ancêtre était très reconnu comme l'autorité première par tous les gens du voisinage, lui-même y compris. Et ce Frodo qui vit avec lui demanda le vieux Nouquier de Bello. Il s'appelle Besac, mais c'est plus qu'à moitié un brandy-book à ce qu'on dit. Je vois pas pourquoi un Besac de Hobbitville irait chercher épouse là-bas, dans le pays de Book, où les gens sont si bizarres. Pas étonnant qu'il soit bizarre, fit remarquer Pépère de Pied, le voisin immédiat de l'ancêtre, vu qu'ils vivent du mauvais côté du fleuve Brandivin et à 2 pas de la vieille forêt. Cet endroit-là est malsain, si on se fie à la moitié de ce qu'on raconte. T'as raison, Pépé, dit l'ancêtre. Non que les brandy-books du pays de Book vivent dans la vieille forêt, mais ce sont de drôles de moineaux à ce qu'il paraît. Ils s'amusent avec des bateaux sur cette grande rivière, et ça n'est pas naturel. Pas surprenant qu'il y eût des ennuis, j'ai dit. Mais n'empêche, monsieur Frodo est un jeune hobbit, tout ce qu'il est de plus aimable. Il ressemble beaucoup à monsieur Bilbo, et pas que d'apparence. Son père était en Besac après tout, un hobbit très respectable, que ce monsieur Drogo-Besac, très correct. Il a jamais tellement fait parler de lui jusqu'au jour où il s'est nayé. Nayé, firent plusieurs voix. Ce n'était pas la première fois, bien entendu, qu'ils entendaient parler de cette histoire, ni d'autres rumeurs plus sombres
passionnés d'histoire familiale, et ils étaient prêts à l'entendre encore. Eh bien, c'est ce qu'on raconte, dit l'ancêtre. Voyez-vous, monsieur Drogo, il a épousé cette pauvre mamselle Primula, Brandybook. C'était la cousine germaine de notre monsieur Bilbo du côté maternel, sa mère étant la plus jeune des filles du vieux duc, et monsieur Drogo était son cousin issu de Germain. Donc, monsieur Frodo est son cousin Germain, et issu de Germain, éloigné au premier degré des deux côtés, comme on dit, si vous me suivez. Et monsieur Drogo séjournait à Castelbrandy en compagnie de son beau-père, le vieux maître Gorbadoc, comme il en avait pris l'habitude après s'être marié. Vu qu'il aimait bien faire ripaille, la table du vieux Gorbadoc étant plutôt bien garnie, et il est allé bagayer sur le fleuve Brandivin, et lui et sa femme se sont nayés avec ce pauvre monsieur Frodo d'encore enfant et tout. J'ai entendu dire qu'ils sont allés sur l'eau après le dîner au clair de lune, dit le vieux Nouguier, et que le bateau a coulé à cause de Drogo, à cause que Drogo était trop lourd. Et moi j'ai entendu dire qu'il l'a poussé dans l'eau et qu'il l'a entraîné avec lui, dit Sablonnier, le meunier de Hobbitville. Tu devrais pas écouter tout ce que t'entends, Sablonnier, dit l'ancêtre, qui n'aimait pas tellement le meunier. Y a pas de raison d'aller raconter des choses pareilles. Ces bateaux-là sont déjà bien assez traîtres pour qu'ils restent assis tranquillement sans avoir à chercher plus loin la cause des ennuis. Alors bon, il y avait ce monsieur Frodo qui était orphelin, laissé en rade, si je puis dire, chez cet étrange pousseron, en ayant grandi à Castelbrandy, comme de bien entendu, une vraie taupinière à ce qu'on raconte. Le vieux maître Gorbadoc avait toujours au moins 200 de ses parents là-bas avec lui. Monsieur Bilbo s'est jamais montré plus charitable qu'en permettant ce garçon de venir vivre chez des gens corrects. Mais ça devait être un sacré choc pour ces besacs d'escarcelles. Il pensait qu'ils allaient hériter de cul-de-sac quand il est parti cette fois-là et qu'on croyait qu'il était mort. Puis il revient et il les renvoie chez eux, et il continue à vivre indéfiniment sans jamais prendre une ride, béni soit-il. Et voilà-t-il pas qu'il se trouve un héritier et fait faire tous les papiers bien comme il faut. Parti comme c'est, les besacs d'escarcelles verront jamais l'intérieur de cul-de-sac. Du moins c'est à espérer. J'ai ouï dire qu'il y a un joli magot caché là-bas, dit un étranger. Un visiteur venu pour affaire de grande creusée dans le quartier ouest. Tout le sommet de votre colline serait criblé de tunnels avec des coffres remplis d'or, d'argent et de joyaux, à ce que j'ai entendu dire. Vous en avez entendu plus que ce que j'en sais, répondit l'ancêtre. Jamais qu'on m'a parlé de joyaux. Monsieur Bilbo dépense son argent sans compter et ne semble pas en manquer. Mais j'ai pas connaissance qu'il y eut des tunnels de creusés. J'ai vu monsieur Bilbo quand il est revenu. Il y a à peu près 60 ans de ça, dans mon jeune temps. Ça faisait pas longtemps que j'étais l'apprenti du vieux Holman, lui qui était le cousin de mon père. Mais il m'a emmené à cul-de-sac pour que je l'aide à empêcher les gens de piétiner le jardin tout partout, pendant qu'il y avait la vente. Et voilà-t-il pas monsieur Bilbo qui arrive au beau milieu de tout ça, grimpant la colline avec un bonnet et des énormes sacs, et un ou deux coffres. Sans doute qu'ils étaient remplis de trésors dénichés à l'étranger, ou qu'il y a des montagnes d'or à ce qu'on dit, sauf qu'il n'y en avait pas assez pour remplir des tunnels. Mais mon gars, Sam, pourrait vous en dire plus à propos du cul-de-sac. Il n'arrête pas d'y aller et venir. Il est fou des histoires de l'ancien temps. Je vous dis pas. Et il écoute tout ce que M. Bilbo lui raconte. C'est M. Bilbo qui lui a pris ses lettres, sans penser à mal. Remarquez, et j'espère qu'aucun mal en sortira. Des elfes et des dragons. Que je lui dis, des choux et des pommes de terre. Voilà ce qu'il faut mieux pour toi et moi. Va pas te mêler aux affaires des gens meilleurs que toi, ou tu vas t'attirer des ennuis trop gros pour toi, que je lui dis. Et je pourrais le dire à d'autres, ajouta-t-il avec un regard à l'étranger et au
l'ancêtre ne convainquit pas son auditoire. La légende des richesses de Bilbo était désormais trop solidement ancrée dans l'esprit de la jeune génération de hobbits. Oh, mais il se peut bien qu'il continue d'ajouter à ce qu'il a rapporté la première fois, soutint le meunier, exprimant ainsi l'opinion commune. Il s'absente souvent de chez lui, et voyez tous ces gens qui lui rendent visite, et qui sont pas d'ici. Des nains qui arrivent en plein milieu de la nuit. Et ce vieux vagabond illusionniste, Gandalf et tout ça. Tu peux bien dire ce que tu veux, l'ancêtre, mais Cul-de-sac est un endroit bizarre, et ses habitants sont encore plus bizarres. Et moi, sablonnier, tu peux bien parler tant que tu veux. Quand même, il s'agit de choses à quoi tu connais rien de plus qu'un bateau, répliqua l'ancêtre, que le meunier agaçait encore plus que qu'à l'habitude. Si c'est être bizarre, alors un peu plus de bizarrerie ne ferait pas de tort, Paris. J'en connais un ou deux qui paieraient pas une bière à un ami. Quand même, ils vivraient dans des trous au mur d'or. Mais on fait les choses comme il faut, à cul-de-sac. Notre Sam dit que tout le monde va être invité à la fête. Et il y aura des cadeaux, remarquez, des cadeaux pour tous. Pas plus tard que ce mois-ci. Ce mois-là était un mois de septembre, et on n'aurait pas pu en souhaiter de plus beau. 1 ou 2 jours plus tard, se répandit une rumeur, sans doute lancée par ce Sam qui semblait tout savoir. Comme quoi, il y aurait un feu d'artifice qui plus est, comme on n'en avait pas vu de bon dans la comté depuis quasiment un siècle. Pas depuis la mort du vieux Tougo, en fait. Les jours passaient, le jour approchait. Un chariot d'aspect étrange, chargé de paquets d'aspects non moins étranges, arriva un soir au Hobbiteville et gravit lentement la colline jusqu'à Cul-de-sac. Les hobbits stupéfaits entrebâillèrent leurs portes éclairées de lampes pour y jeter des regards ahuris. Il était conduit par de drôles de gens qui chantaient des chansons étranges. Des nains aux longues barbes et aux grands capuchons. Quelques-uns restèrent à Cul-de-sac. À la fin de la 2e semaine de septembre, une charrette arrivait par la route du pont du Brandivin traversa Belleau en plein jour. Un vieillard la conduisait tout seul. Il portait un grand chapeau bleu et pointu, et une longue cape grise et un foulard argent. Il avait une longue barbe blanche et des sourcils broussailleux qui dépassaient en bordure de son chapeau. De jeunes hobbits se lancèrent à ses trousses, suivant la charrette à travers tout Hobbitville et jusqu'en haut de la colline. Elle transportait un chargement de feux d'artifice, comme ils le devinèrent. Parvenu à la porte d'entrée de Bilbo, le vieillard commença à décharger sa charrette. Il y avait de gros paquets de feux d'artifice de toutes sortes et de formes différentes, tous marqués d'un grand jet rouge de la rune elfique. C'était le signe de Gandalf, bien entendu, et le vieillard n'était autre que Gandalf le magicien, dont la renommée dans la comté tenait surtout à son habile maniement du feu, de la fumée et de la lumière. Ses vraies affaires étaient beaucoup plus délicates et dangereuses, mais les gens du comté n'en savaient rien. Pour eux, il n'était qu'une des nombreuses attractions qui les attendaient à la fête, d'où l'excitation qu'il suscita chez les jeunes hobbits. J'ai comme géant, crièrent-ils, et le vieillard leur sourit. Ils le connaissaient de vue, même s'il ne venait à Hobbitville qu'à l'occasion, et ne restait jamais très longtemps. Mais ni eux, ni aucun de leurs aînés, hormis les plus vieux, n'avait jamais assisté à l'un de ces feux d'artifice. Il faisait désormais partie d'un passé légendaire. Quand le vieillard eut fini de décharger ses affaires avec l'aide de Bilbo et de quelques nains, Bilbo distribua les pièces de monnaie, mais aucun pétard ou diablotin ne devait apparaître, à la grande déception des curieux. Sauvez-vous maintenant, dit Gandalf.
vous en verrai de toutes les couleurs le moment venu. Puis il disparut à l'intérieur avec Bilbo, et la porte se referma. Les jeunes hobbits restèrent quelque temps fixés dessus, en vain, puis s'enfuirent avec le sentiment que le jour de la fête ne viendrait jamais. À l'intérieur, Bilbo et Gandalf s'étaient installés à la fenêtre ouverte d'une petite pièce qui avait vue sur le jardin du côté ouest. L'après-midi, clair et paisible, touchait à sa fin. Les fleurs flamboyaient, rouges et or, gueules de loup et tournesol, capucines grimpant au mur gazonné, en jetant un coup d'œil à travers les fenêtres rondes. Votre jardin est si lumineux, dit Gandalf. Oui, dit Bilbo. Je suis vraiment très attaché, comme à tout ce cher vieux comté. Mais je crois que j'ai besoin de vacances. J'en conclus que vous êtes décidé à suivre votre plan. En effet, ma décision est prise depuis des mois, et je n'ai pas changé d'idée. Très bien, inutile d'ajouter quoi que ce soit. Tenez-vous en votre plan, dans son intégralité, j'entends, et espérons que tout finira bien, pour vous comme pour nous tous. Je l'espère. En tout cas, j'ai bien l'intention de m'amuser ce jeudi et de faire ma petite plaisanterie. Qui rira, je me le demande, dit Gandalf, secouant la tête. On verra, dit Bilbo. Le lendemain, d'autres charrettes gravirent la colline, puis d'autres encore. On aurait pu rouspéter qu'il était préférable d'encourager les commerçants du coin. Mais les commandes se mirent à affluer cette semaine-là en provenance de cul-de-sac pour toute denrée ou tout produit de base ou de luxe qui pouvait se trouver à Hobbitville, à Belleau et partout ailleurs dans le voisinage. Les gens commencèrent à s'enthousiasmer et ils se mirent à cocher les jours sur le calendrier, guettant l'arrivée du facteur dans l'espoir de recevoir des invitations. Celles-ci ne tardèrent pas à affluer à leur tour, paralysant la poste de Hobbitville et submergeant celle de Belleau. Et il fallut faire appel à des bénévoles pour servir de facteurs surnuméraires. Ils gravissaient la colline à l'inflot constant, acheminant des centaines de variations polies sur le thème de merci. Je viendrai certainement. Un écriteau fit son apparition au portillon de cul-de-sac. Accès interdit, sauf pour affaires en lien avec la fête. Même ceux qui avaient ou prétendaient avoir affaire avec la fête étaient rarement admis. Bilbo était trop occupé à écrire des invitations, à cocher les présences, à emballer des cadeaux et à faire certains préparatifs personnels. Depuis l'arrivée de Gandalf, on ne l'avait plus revu. Les hobbits se réveillèrent un matin pour s'apercevoir que le vaste champ au sud de l'entrée du cul-de-sac était recouvert de cordes et de mâts destinés aux tentes et aux pavillons. Une entrée spéciale fut excavée dans le talus au bord de la route, et l'on y construisit de larges marches ainsi qu'une grande porte blanche. Les trois familles hobbits de la rue de Jetsac, adjacente au champ, furent vivement intéressés et universellement enviés. L'ancêtre Gamgee cessa même de faire semblant de travailler dans son jardin. Les tentes commencèrent à s'élever. Il y avait un pavillon particulièrement vaste, si énorme que l'arbre au milieu du champ se trouvait entièrement à l'intérieur, tracé fièrement d'un côté, au bout de la table d'honneur. Des lanternes étaient suspendues à chacune de ses branches, plus prometteurs encore aux yeux des hobbits. Une immense cuisine extérieure fut installée dans le coin nord du terrain. Une armée de cuistots issus de tout restaurant ou auberge à des mailles à la ronde vint prêter main forte aux nains et aux autres singuliers personnages cantonnés à cul-de-sac. L'excitation fut à son comble. Alors le temps se couvrit. On était mercredi, la veille de la fête. L'inquiétude était palpable, puis le jeudi 22 septembre arriva pour de vrai. Le
soleil se leva, les nuages se dissipèrent, les bannières furent déployées et les réjouissances commencèrent. Bilbo Bessac appela cela une fête, mais il s'agissait en réalité d'un ensemble de distractions reliées en un seul événement. Pratiquement tout le voisinage était invité. Quelques-uns furent oubliés par mégarde, mais comme ils se présentèrent quand même, ce fut sans importance. De nombreux convives venaient aussi d'autres régions du comté. Quelques-uns vivent même à l'extérieur des frontières. Bilbo les accueillit tous en personne, les invités et les autres, à la nouvelle porte blanche. Il offrit des cadeaux à tous et chacun. Chacun était mis pour ceux qui ressortaient par derrière afin de se représenter à la porte. Les hobbits offrent des cadeaux aux autres le jour de leur anniversaire. Pas très cher en règle générale, et jamais aussi généreux que cette fois-là. Mais ce n'était pas une mauvaise méthode. En effet, à Hobbitville et à Bello, chaque jour de l'année était l'anniversaire de quelqu'un. Aussi les hobbits de cette région avaient-ils de bonnes chances de recevoir au moins un cadeau par semaine. Mais ils ne s'en lassaient jamais. Ce jour-là, les présents étaient d'une qualité exceptionnelle. Les enfants hobbits étaient si excités que, pendant un moment, ils en oublièrent presque la nourriture. Il y avait des jouets tels qu'ils n'en avaient jamais vus auparavant, tous très beaux. Et certains assurément magiques. En fait, main d'entre eux avaient été commandés l'année précédente. Ils avaient fait tout le chemin depuis la montagne et le Val, et c'était d'authentiques jouets de fabrication neuve. Quand les invités durent tous passer la porte, une bonne fois pour toutes, il y eut des chansons, de la danse, de la musique, des jeux, et bien sûr de quoi manger et boire. 3 repas étaient officiellement prévus, le déjeuner, le thé et le dîner. Mais le déjeuner et le thé se distinguèrent surtout par le fait que, dans ces moments-là, tous les convives étaient assis à manger ensemble. Le reste du temps, il y avait simplement beaucoup de gens occupés à manger et à boire continuellement, du morceau de 11h jusqu'à 6h30, quand le feu d'artifice commença. Les pièces d'artifice étaient de Gandalf. Il les avait non seulement apportées, mais aussi conçues et fabriquées lui-même. Et ce fut lui qui les lança, ainsi que les effets spéciaux et les volées de fusées. Mais il eut également une généreuse distribution de pétards, de diablotins, de claquetois, de cierges magiques, de torches, de chandelles naines, de fontaines elfes, d'abois gobelins et de coups de tonnerre. Tous étaient superbes. L'art de Gandalf se bonifia avec l'âge. Il lui diffusait, comme une volée d'oiseaux scintillants aux voix mélodieuses. Il y eut des arbres verts aux troncs de fumée noire. Leurs feuilles s'ouvrirent comme un printemps qui s'épanouit en un battement d'ailes, et leurs branches incandescentes firent pleuvoir des fleurs chatoyantes sur les hobbits éberlués, disparaissant avec un doux parfum au moment de se poser sur leur visage levé vers le ciel. Il y eut des fontaines de papillons étincelants qui partirent volter parmi les branches d'arbres. Il y eut des piliers de flammes colorées qui s'élevèrent et se changèrent en aigle, un navire voguant sur les mers, ou en une phalange de cygnes volants. Il y eut un orage pourpre et une averse de pluie jaune. Il y eut une forêt de lances argentées qui se dressèrent soudain avec un hurlement semblable à celui d'une armée assiégée, et qui retombèrent dans l'eau avec le sifflement de 1000 serpents ardents. Enfin, il y eut une dernière surprise, celle-ci en l'honneur de Bilbo, et elle saisit les hobbits à l'extrême. Comme Gandalf le souhaitait, les lumières s'éteignirent, une grande fumée s'éleva. Elle prit la forme d'une montagne vue de loin, et son sommet de mise se mit à rougeoyer. Il cracha des flammes vertes et écarlates. Un dragon rouge doré en sortit, non pas de grandeur réelle, mais terriblement réaliste. Sa gueule vomissait du feu, ses yeux jetaient des regards dévorants. Un rugissement se fit entendre, et, par 3 fois, il fila comme une flèche
au-dessus de leur tête. Tous se baissèrent et plusieurs s'aplatirent face contre terre. Le dragon passa comme un express, fit une culbute, puis éclata au-dessus de Bello en une explosion assourdissante. Voilà qui annonce l'heure du souper, dit Bilbo. La douleur et l'affolement s'évanouirent d'un seul coup, et les hobbits prostrés se relevèrent d'un bond. Tout le monde eut droit à un souper splendide. Tout le monde, sauf ceux qui étaient conviés au dîner familial, s'entend. Celui-ci se tint dans le grand pavillon sous l'arbre. Les places se limitaient à 12 douzaines, nombre que les hobbits appelaient également une grosse, quoique le terme ne fût pas jugé convenable pour référer à des personnes. Et tous les invités furent sélectionnés parmi les diverses familles dont Bilbo et Frodo faisaient partie, à l'exception de quelques amis sans lien de parenté, comme Gandalf. Bien des jeunes hobbits avaient été choisis pour y assister, ce qu'ils firent avec l'autorisation parentale, car les hobbits étaient indulgents envers leurs enfants quand il s'agissait de veiller tard, surtout quand s'annonçait la possibilité de les nourrir gratuitement. Élever de jeunes hobbits exigeait une solide quantité de provende. Il y avait beaucoup de besac et de bouffines, et beaucoup de touques et de brandibouc. Il y avait divers fouisseurs, apparentés à Bilbo Besac par sa grand-mère, et divers fouineurs, ceux-ci par son grand-père Touc, et un assortiment de terriers, Bolgueurs, blaireaux, gaillards, serre-ceinture, sonne-cornet et belle-pied. Certains d'entre eux n'étaient que très lointains parents de Bilbo, et quelques-uns n'avaient pratiquement jamais mis les pieds à Hobbitville, vivant dans des coins reculés du comté. Les Besac d'Escarcelle ne furent pas oubliés. Otto et sa femme Lobelia étaient présents. Ils n'aimaient pas Bilbo et détestaient Frodo. Mais le carton d'invitation écrit à l'encre d'or était si somptueux qu'ils étaient sentis dans l'impossibilité de refuser. Du reste, leur cousin Bilbo se spécialisait dans la gastronomie depuis de très nombreuses années, et sa table était hautement réputée. Et bien voici qui conclut cette lecture. Peut-être un peu brusque, mais le premier chapitre est vraiment long. Et je ne pense pas que je puisse le lire en entier, sans doute pour des droits d'auteur. Du moins c'est ce que je pense. Néanmoins voici le livre Le Seigneur des Anneaux, qui regroupe tous les volumes parus. Je l'ai acheté il y a quelques années à la Fnac, et si je me souviens bien, le prix est encore ici. 21,40 €. Bon, je pense que c'est un prix tout à fait honnête pour un roman de cette taille. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes à presque 1600 pages de description et d'information, et surtout de narration d'une œuvre incroyable. Si vous avez apprécié le film, je ne pourrais que vous recommander de lire le livre du Seigneur des Anneaux. Si toutefois, ce nombre de pages ne vous rebute pas. Je l'avais commencé, mais je ne l'avais pas terminé. Et je pense que je vais me replonger dedans, très certainement. Je vous remercie en tout cas pour ce nouveau visionnage. J'espère que vous aurez passé un agréable moment, que vous aurez su apprécier ces premières pages de cette œuvre, avec la fête d'anniversaire de Bilbo et de Frodo. Je vais vous quitter, mais avant je souhaite vous souhaiter une agréable journée ou une très bonne soirée. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle lecture. Au revoir et à bientôt.